Cette vidéo est sponsorisée par Summoners War Sky Arena, un RPG mobile à succès avec le combat en tour par tour, disponible sur iOS et Android qui compte plus de 180 millions de téléchargements après 8 ans d'existence. Explorez ce monde fantasy, choisissez une bonne stratégie pour former une grande équipe et utilisez les bonnes runes sur les monstres pour obtenir les meilleurs résultats. Summoners War Sky Arena propose des modes de jeu PvE, l'histoire, exploration des donjons, raids, mais aussi du PvP qui se décline en énormément de types de compétition. La grande communauté active de joueurs profite de nombreux événements en ligne et hors ligne, comme des tournois et autres événements communautaires, mais aussi une scène e-sport compétitive, dont le dernier tournoi, SWC, a eu lieu en 2022 à Séoul, en Corée, et dont le retour est prévu pour 2023. Aujourd'hui, Summoners War Sky Arena fête son 9e anniversaire et compte bien faire comprendre que ce n'est pas qu'un simple jeu mobile. Pendant la période de l'anniversaire du jeu, vous pouvez donc obtenir des pièces spéciales pour débloquer des objets disponibles uniquement pendant cette période et invoquer jusqu'à 5 monstres Nat 5. Vous pouvez aussi obtenir de nombreux coffres de récompenses avec les parchemins spéciaux en participant aux activités de l'anniversaire. Les nouveaux joueurs peuvent profiter de l'événement du soutien, ce sont des quêtes qui vous aideront à découvrir le jeu et à progresser rapidement, c'est le meilleur moyen pour commencer le jeu. Vous êtes les GOAT! Utilisez le lien en description pour télécharger Summoners War Sky Arena et y jouer dès maintenant et participer à l'événement du 9e anniversaire. Vous pouvez également suivre Summoner War Europe sur YouTube pour en savoir plus. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Oui, c'est vrai, nous n'avons fait que gratter la surface des jeux dans lesquels il y a une pandémie, une maladie ou ce que vous voulez d'autre qui sera utilisé comme mécanique de gameplay ou comme moteur scénaristique. Il y avait moyen d'aller plus loin. Nous nous étions penchés il y a de cela un sacré bout de temps sur 4 jeux vidéo qui utilisent intelligemment les maladies pour proposer des expériences singulières. Et vous avez été nombreux et nombreuses à déjà trouver que c'était un sujet plutôt intéressant, donc merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Et ensuite à surtout relever qu'on pouvait aller plus loin, que c'était pas si rare que ça en fait, et que même au fond, on n'avait pas traité des exemples les plus évidents. Ben donc rebelote, nous allons voir ensemble 4 autres jeux vidéo qui prennent appui sur des maladies, des malédictions et autres dangers invisibles, à l'œil nu en tout cas, pour nous raconter quelque chose et nous le faire éprouver manette en main. Et non, il n'y a toujours pas Last of Us dedans, c'est incroyable. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît, faites un petit tour sur notre Patreon évidemment pour exactement les mêmes raisons. On est parti pour un véritable épisode 2 d'un épisode déjà sorti sur la chaîne. L'infection Hollow Knight. Alors lui il est relativement velu. Développé par la Team Cherry en 2017 après un long moment de gestation et un financement participatif réussi, Hollow Knight est un très grand Metroidvania qui aura su maintenir en haleine de nombreux joueurs et joueuses, dans tous les sens du terme. C'est d'abord un excellent jeu que je vous recommande chaudement. C'est ensuite un très grand monde qui s'ouvre à vous avec une myriade de zones à explorer, toutes plus magnifiques les unes que les autres, et enfin, par voie de conséquence, un jeu assez long à terminer qui vous demandera un bon 20-25 heures de jeu pour en voir le bout. C'est un grand jeu labyrinthique. Il va donc falloir prendre le temps de tout explorer. Et de tout lire, parce que si Hollow Knight n'est pas aussi muet qu'un Dark Souls, il va aussi compter sur votre curiosité pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Il y a une myriade de vidéos très cool qui le font bien, si ça reste trop obscur pour vous. Rassurez-vous, Tristan RC, côté francophone notamment, a fait une vidéo ultra complète sur le lore et le scénario du jeu. Si vous avez 1h30 devant vous et un besoin terrible d'étancher votre soif de connaissances sur Hollow Knight, je ne saurais que trop vous recommander sa chaîne. Nous on va volontairement éluder tout ce qu'il s'est passé pour se concentrer sur ce qui nous intéresse ici, l'infection. Oh, et attention, c'est pas parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire d'Hollow Knight que je ne vais pas spoiler certains passages importants de la compréhension de l'histoire, donc faites attention à vous. Hollow Knight vous fait incarner un petit perce-oreille sorti de nulle part, propulsé dans un monde sombre et ravagé à l'honnête. Une sorte de fourmilière géante, autrefois riche de vie. Le peuple des papillons de nuit, premiers habitants de Halonest, vénérait une divinité singulière, Radiance. Un être irradiant de sa lumière, tout Halonest. C'est à l'arrivée du roi Pâle que les choses se bousculèrent sous terre. Un roi d'une grande sagesse mais quelque peu conquérant, résolut d'apporter une nouvelle ère de paix et de prospérité à tout Halonest, détrônant Radiance dans le cœur de ses habitants et même dans le cœur de ses créatures originelles, les papillons de nuit. Ce qui sera vécu par Radiance comme une trahison. Les actes du roi Pâle rendirent donc Radiance envieux et, pour récupérer la vénération des insectes, se manifesta sous la forme d'une infection lumineuse de couleur orange
prêt à se répandre dans toutes les galeries de Halonest et transformant les insectes en êtres dociles mais violents. Comme dans les Souls, parce que mine de rien, Hollow Knight lui emprunte beaucoup, l'apocalypse a déjà eu lieu. Radiance est scellée dans un vaisseau, mais sa rancœur y suinte. Halonest est tombé, le monde est infecté et il ne reste que quelques pauvres insectes ayant perdu tout espoir. Cette infection elle est centrale dans le déroulé des événements de Hollow Knight. C'est déjà un moteur narratif. Quand vous débarquez sur Halonest, il s'agit d'un des premiers sujets abordés avec les PNJ, puisque les sous-sols sont infestés d'infectés. Si aucun objectif vraiment clair ne vous est donné, on se doute alors très vite que votre rôle va être d'en trouver une solution. Une solution que vous allez chercher en fouillant des environnements souillés par l'infection, témoins de sa dangerosité, et qui va vous pousser à lire la moindre description d'objets et de monstres, via la complétion d'un bestiaire, pour en apprendre un petit peu plus en tout cas sur cette malédiction. Le point d'orgue de cette recherche étant atteint lorsque vous serez en possession du Dream Nail, un artefact qui vous permet de lire les pensées des PNJ, mais aussi des monstres, lesquels vous donnent davantage d'indices sur le fonctionnement de cette infection. L'infection est vicieuse, elle sent bon, elle est agréable. Elle s'empare de sa victime lorsqu'elle dort et la maintient dans une sorte de rêve constant, comblant les désirs de la proie en échange de suggestions mentales de radiance, lequel, via ses hôtes, va agir contre le joueur. Plus la victime lutte et plus rapidement l'infection va se répandre en échange d'un asservissement à radiance. L'infecté devient plus fort et plus vif et subit au passage quelques mutations. Mais l'infection a aussi un réel impact dans le gameplay du jeu. Presque tous les ennemis du jeu sont infectés, exception faite du peuple des Mantes qui a réussi l'exploit de ne pas se faire corrompre. Ces ennemis voient leur corps changer avec l'infection, et pas dans un état définitif. Pour vaincre l'infection, via Radiance, il va nous falloir dans un premier temps trouver un moyen de le libérer, ce qui va amplifier pendant une bonne partie du jeu l'émission d'infection et va donc renforcer les mutations des monstres. Les routes oubliées, par exemple, pourtant première zone que nous visitons, deviennent vite extrêmement dangereuses avec la présence des mêmes monstres que d'habitude, mais complètement changés par cet afflux d'infections. L'infection est donc bel et bien au cœur de tout dans Hollow Knight, en plus de distiller ça et là quelques thématiques très sérieuses, agrémentées d'une direction artistique, ma foi, très mignonne. C'est des insectes, je vous rappelle. Le virus edgy de Prototype. C'était la mode à l'époque, on aimait bien les personnages sombres torturés avec une capuche sur la tête et évanescence à fond dans les oreilles. Sorti en 2009 sur PC, PS3 et Xbox 360, puis porté en 2015 sur PS4 et Xbox One, parce que si jamais vous êtes comme moi à vous demander pourquoi les jeux 360 ne sont pas rétrocompatibles sur Series X, vous avez là un semblant de réponse, c'est un jeu qui est porté, donc autant repasser la caisse. Prototype est un jeu, entre guillemets, de super-héros, développé par Radical Entertainment, une filiale d'Activision Blizzard, aujourd'hui absorbée et dispersée dans cette entité, comme Activision Blizzard sait si bien le faire. Enfin, mince, je sais pas, c'était les développeurs de Mario is Missing, ça devrait compter quand même. Bon, c'était aussi ceux de Hulk Ultimate Destruction. Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, parce que ça m'a sauté aux yeux quand j'y ai joué. Mais dans ma tête, avant, Prototype, c'était un jeu en monde ouvert qui entrait en ligne de front contre Infamous dans l'arène des jeux super-héros originaux. Et du coup, je m'attendais à avoir plus de similitudes avec Infamous. Mémoire déformée, biais cognitif, je sais pas, peut-être. Toujours est-il que manette en main, ça saute aux yeux. Prototype est un copier-coller de Hulk. Mais les sauts, les sauts. Il y a même un simili Général Ross. Prototype va plutôt trouver son public au début, par ailleurs, débouchant sur une suite, Prototype 2, qui va un peu moins m'intéresser ici. Non pas que c'est moins bien, c'est même, je trouve, un peu mieux maîtrisé, mais disons que ce qui va nous intéresser ici sera nettement moins mis en avant que dans le premier épisode, le virus Blacklight. Il y est toujours, puisque c'est lui qui donne ses pouvoirs au tout nouveau héros, mais l'histoire est davantage centrée sur une traque que sur un monde à sauver de super zombies. Parce que oui, l'histoire de Prototype, c'est jamais qu'une invasion de super zombies à New York qui pourrait bel et bien rompre l'équilibre du monde. Il nous faut donc sauver le monde, en mangeant plein de gens, parce que c'est edgy et on y revient. Nous incarnons donc Alex Mercer, ou plutôt un clone du docteur Alex Mercer. Le virus Blacklight est un virus dérivé d'un ancien virus qui a décimé toute une ville de l'Idaho, Hope, dans les années 60.
Gardé secret par le gouvernement américain, il a fait l'objet d'études approfondies en collaboration avec la société Genentech grâce à une survivante infectée de l'incident de Hope, Elizabeth Green. De ces études est donc né un virus encore plus dangereux, le fameux Blacklight. Lorsque des fuites d'informations sont révélées, la Black Watch, une unité d'élite luttant contre les infections biologiques, fait fermer le projet Genentech et en ordonne l'exécution de tout le personnel, le docteur Mercer en faisant évidemment partie. Alex, au courant des exactions de ses employeurs, décide de s'enfuir avec un échantillon du Blacklight. Il se fait rattraper, puis il se fait abattre par la Black Watch alors que le virus était encore entre ses mains. La fiole se brise, le virus se répand dans la ville et dans le corps du scientifique. Ce dernier se réveille à la morgue, sans aucun souvenir, mais avec des super pouvoirs un petit peu glauques en contrepartie. Force surhumaine, agilité boostée et surtout, capacité d'absorber les gens pour prendre leur apparence et leurs souvenirs. Alex se dit donc que ce serait une bonne idée de récupérer sa mémoire en volant celle des autres. Sauf que, patatras, le virus se répand aussi en ville et crée des monstruosités. Les gens se transforment en zombies et l'armée tente tant bien que mal de contenir l'infection de New York tout en pourchassant Mercer qu'il désigne sous le nom de Zeus. Et c'est là que, retournement de situation, en fait le virus depuis le début, c'était vous. Comme dans Plague Inc. Puisque Alex Mercer est bel et bien mort. Le virus Blacklight a créé un clone d'Alex qui l'a investi et que nous jouons. Un virus avec la conscience d'un homme et donc l'instinct de survie nécessaire pour potentiellement le faire agir contre ses pairs et sauver le monde. Oui, parce que malheureusement le jeu est assez vague sur le pourquoi Zeus tente de faire le bien, quand jusque-là il ne faisait que détruire. Humanité résiduelle, autoprotection, sentiment de responsabilité vis-à-vis des événements dont il est partiellement responsable, ça n'est jamais vraiment dit. Alors personnellement, je trouve ça un peu couillon comme histoire, même si j'apprécie le côté jusqu'au boutiste de l'histoire de virus qui s'humanise. Il y a un petit côté carillon avant l'heure, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu indé dans lequel il y a une substance extraterrestre qui s'échappe d'un bunker et qui absorbe les scientifiques. La mécanique d'absorption des passants pour s'infiltrer, bien qu'un petit peu cassée par moment, fonctionne plutôt bien, comme le fait de pouvoir s'approprier les souvenirs des autres pour obtenir des informations. Prototype propose également une évolution de votre personnage, qui fait sens, dans le sens où c'est pas de l'expérience, mais du matériel génétique que vous allez accumuler et récupérer pour évoluer et améliorer vos pouvoirs. Tout ça pour sauter plus haut, courir plus vite ou simplement découvrir de nouveaux coups. C'est vraiment rigolo de voir des systèmes aussi banals prendre tout à coup tout leur sens dans le cadre d'une pandémie. Cela dit, couillon, ok, mais j'aime bien ce que ça offre comme manière de jouer et comme manière d'aborder le gameplay. Parce que ça fait sens, on a envie d'y croire, on suspend son incrédulité, même si je le répète et on ne le répétera jamais assez, c'est très couillon. Très couillon. Puis en termes de construction des antagonismes, il y a un truc intéressant à creuser qui j'en suis sûr aurait eu davantage de développement sur de potentiels autres jeux. Il y a, dans Prototype, 3 factions. Mercer, qui est une faction à lui tout seul et qui lutte contre les 2 autres factions en même temps. Les Black Watch, qui pourchassent Mercer et luttent contre le virus Blacklight pour protéger Manhattan. Et enfin, le virus avec à sa tête Elizabeth Green, qui veut tout casser et qui donc s'attaque à tout le monde, à la Black Watch et fatalement à Mercer aussi. Je ne sais pas si vous voyez très exactement où est-ce que je veux en venir, mais c'est peut-être bien l'un des plus grands actes manqués du jeu. Créer des affrontements organiques ça aurait pu être possible, ou en tout cas les rendre un petit peu plus réguliers. Parfois ça marche, quand dans la mêlée il y a des molosses qui s'attaquent aux militaires et à Mercer, mais bon, c'est clairement pas le but recherché par le jeu, il ne fait qu'effleurer cette possibilité. On ne va pas vraiment pouvoir en profiter sciemment, comme dans un Monster Hunter World, lorsqu'un gros monstre arrive sur le territoire d'un autre. Je suis sûr que Prototype serait encore parmi nous aujourd'hui, on y aurait eu le droit en un petit peu plus développé par la suite. La métaphore Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter est un jeu vidéo d'action RPG sorti en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One et 2018 sur Switch. Un jeu qui ressemble très fortement à un Zelda, de loin, avec des mécaniques très proches des épisodes 2D que l'on a pu voir jusque-là, mais dont la comparaison va s'arrêter au visuel. La vérité, c'est que le jeu développé par Art Machine et porté par son réalisateur Alex Preston est davantage un Souls-like. Et ce n'est ni un gros mot,
ni une volonté de surfer sur une tendance déjà bien ancrée en 2016, même si ça tombe plutôt bien, mais une véritable volonté artistique. Que le jeu soit difficile et propose des pics de difficulté aussi. Art Machine a un message à vous faire passer. Si vous avez souffert en terminant Hyper Light Drifter, c'est tout à fait normal. C'est ce que voulait le jeu. C'est que vous avez compris les subtilités du jeu. Dans Hyper Light Drifter, vous incarnez un drifter. Un aventurier explorant un monde désolé, post-apocalyptique, à la recherche des réponses à la chute de la civilisation, en parcourant des ruines, magnifiquement modélisées dans un pixel art qui sent bon les années 90, cela dit en passant, à la recherche de technologie. Cependant, très vite, le joueur se rend compte que notre drifter a un problème. Il lui arrive de s'arrêter, de tout sauter et d'être très mal en point. Parfois même, notre personnage souffre de saignements qui ne sont pas liés à des blessures contre des monstres, des crises, des hallucinations. Notre drifter est malade. Une maladie inconnue et incurable. Et d'une quête altruiste, notre aventure se mue en une recherche d'un remède. Le monde de Hyper Light Drifter est ainsi découpé en 4 zones principales, chacune dirigée par un boss. À vous d'explorer ces régions, de résoudre des énigmes, de combattre divers ennemis pour progresser dans le jeu. Le drifter est amené progressivement à comprendre l'histoire du monde, la chute des titans, et met la main sur des technologies anciennes. Le tout avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. À n'importe quel moment, la condition de votre drifter peut vous foudroyer. Vous aurez beau vous battre comme un beau diable, vous ne ferez que repousser l'inévitable. Hyper Light Drifter est un récit quasi semi-autobiographique dans lequel Alex Preston essaye de faire ressentir aux joueurs via le gameplay l'expérience d'être un malade, sa propre expérience de la maladie avec un point de vue relativement fataliste sur elle. Il ne s'agit même pas d'une interprétation quelconque. Oui, Alex Preston est malade et souffre d'une maladie cardiaque congénitale relativement similaire à ce dont notre drifter est confronté. Une maladie qui a rythmé aussi le développement du jeu. Tout a été intentionnellement pensé pour que l'expérience Hyper Light Drifter soit la plus représentative possible. Que cela soit via le déroulé de l'histoire, ses environnements, mais aussi et surtout son gameplay. Le drifter s'injecte du soin via des seringues. Chaque région est une allégorie de la maladie et chaque combat de boss, véritable pic de difficulté, peut être vu, comme l'a analysé Esteban Green dans une vidéo que je vous mets en lien en description, comme une crise ou une rechute que pourrait vivre un malade en plein traitement. La difficulté du jeu apparaît alors comme une allégorie de la lutte contre la maladie. Avec ses moments de tension, sa satisfaction de passer outre les difficultés rencontrées certes, mais le retour constant à la réalité avec des moments terribles où, alors que l'on croit avoir franchi une étape, que l'on est à l'aise avec les mouvements de notre personnage, la maladie va ressurgir sans prévenir et l'on perd le contrôle. Persévérer, continuer, aller plus loin ne revêt alors pas tout à fait la même signification que dans un Dark Souls. Ici, il ne s'agit pas de se dépasser, mais juste de rester en vie. En intégrant sa vision de la maladie dans Hyper Light Drifter, Alex Preston a créé un protagoniste qui se veut être le reflet de sa vision de la lutte contre la maladie, des défis qu'il a rencontrés et qu'il rencontrera dans le futur. La fin de Hyper Light Drifter est assez perturbante. Le drifter, après avoir vaincu l'ultime boss supposément responsable des maux du monde exploré et de sa maladie, se laisse mourir près du feu. La lutte aurait-elle été vaine? La conclusion à notre histoire n'est-elle que, quoi qu'il advienne, nous trouverons la mort? Cette fin n'est probablement qu'un ultime rappel à la réalité. Et si, au bout du chemin, nous n'étions que des morts en sursis? Le Phazon TGCM. Ta gueule, c'est Metroid. Récemment, je me suis fait Metroid Prime Remastered et je me suis dit, c'est bon Ico, cette partie, elle est pour toi, ça va être easy, t'as tout compris ce qu'il s'est passé, tranquillou, bilou, on va pas trop s'y pencher. Et c'était une grosse erreur. Alors, qu'on se comprenne bien, ce que Metroid Prime raconte frontalement, c'est tout à fait compréhensible. Et en soi, j'avais pas tant besoin de creuser pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi de lui consacrer une partie ici. Sorti en 2002 sur GameCube, sorti en 2009 dans sa compilation Metroid Prime Trilogy sur Wii, puis en 2023 sur Nintendo Switch en version remastered, Metroid Prime est et demeure un vrai petit bijou du jeu vidéo. Graphismes époustouflants et ambiance solitaire maîtrisée dès le premier épisode, Retro Studio va nous servir sur un plateau d'argent une véritable leçon de level design, offrant à la saga une arrivée en fanfare dans la 3D. Metroid Prime, c'est le Super Mario 64 de Metroid.
dictant au passage, l'air de rien, une grammaire Metroid tout à fait singulière. Le tout avec un scénario relativement simple à comprendre. Alors, c'est compliqué à placer chronologiquement parce que Yoshio Sakamoto a toujours voulu avoir son mot à dire sur l'histoire des Metroid et il y a eu une forme d'antagonisme entre les Metroid Prime et les Metroid standards en 2D, mais toujours est-il que ça reste relativement simple à comprendre. Samus, après les événements de Zéro Mission, reçoit un signal de détresse émanant d'une frégate des pirates de l'espace en orbite autour de Talon 4, une planète anciennement colonisée par les Chozo. Hop! Première enquête, Meta Ridley apparaît et fait exploser la station, endommageant l'armure de Samus. Entre-temps, forçant Samus à atterrir sur Talon 4, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Elle se rend compte alors que la planète est ravagée par le Phazon. Après avoir fait muter la faune et la flore, ce mutagène arrivé de l'espace, via un astéroïde, est en train de détruire la planète à tout petit feu. Pire que ça, les pirates de l'espace y ont installé des laboratoires pour étudier ce mutagène sur des Metroid qu'ils avaient piqués à la Fédération Galactique. Metroid qui ont bien évidemment échappé au contrôle des pirates et qui ont sérieusement muté au contact du Phazon. Samus va donc devoir déjouer les plans des pirates de l'espace en battant Meta Ridley, mais aussi mettre fin à la menace du Phazon, contenue par un dôme Chozo à la surface du cratère laissé par la météorite, à l'intérieur duquel se trouve un super Metroid, le Metroid Prime, qui donne, vous l'aurez compris, son nom au jeu. Je vous l'ai dit, de but en blanc, c'est très facile à comprendre et c'est même très facile de voir où est-ce que je veux en venir avec l'importance du Phazon dans l'histoire et dans le gameplay. Parce que finalement, c'est jamais que ça, cette vidéo. Le Phazon n'est pas une maladie en tant que telle. C'est un agent mutagène d'origine inconnue jusqu'alors, dont les effets sont en réalité plus proches de radiation nucléaire. Enfin, je sais pas, mais personne n'a jamais fait le rapprochement entre le dôme des Chozo et celui qui est autour de la centrale de Tchernobyl. Bref, toujours est-il que par ses effets et son impact sur l'histoire, je trouve qu'il a tout à fait sa place ici. Il légitime l'existence de grosses bêtes bien baveuses, celui de zone risque de Talon 4, et dont la tentative vaine des pirates de l'espace de le maîtriser me rappelle au fond bien plus une arme biologique. Là où le Phazon est bien plus intéressant, c'est dans ce qu'il apporte aux bestioles iconiques de la saga, les Metroid. Et grâce au Phazon, les Metroid ne sont pas sensibles à tous les rayons de Samus. En plus d'être des tanks, comme d'habitude, il vous faudra aussi alterner vos tirs pour les vaincre. Tu m'étonnes que les pirates de l'espace se soient encore fait dépasser par les événements. À la fin, on combat Metroid Prime, qui est un petit peu la somme de tout ce qu'on a vu jusque-là en termes de gameplay. C'est un gros Metroid qui se nourrit de Phazon et qui n'a rien trouvé de mieux que de partir à la source du cratère pour s'en abreuver. Ce qui est relativement malin quand on sait que des révélations sur la nature profonde des Metroid seront données consécutivement à l'épisode GBA sorti en même temps, Metroid Fusion. Les Metroid, par leur nature, ne pouvaient que tenter d'endiguer la menace qui pesait sur leur créateur, les Chozo. Et tant pis si ça signifiait, in fine, la suprématie des Metroid. Par contre, il sort d'où le Metroid Prime ? Le voilà, le truc qui m'a fait m'arracher des cheveux. À aucun moment, il n'est explicitement dit d'où sort ce Metroid. Il n'y a que des théories. Un coup, on nous parle de Metroid de Talon 4, comme s'il y en avait déjà eu avant l'arrivée des pirates de l'espace, et un autre, on suppose que ce Metroid Prime aurait été un Metroid déjà bien gavé de Phazon, qui aurait réussi à s'infiltrer dans une des brèches du dôme causée par les pirates de l'espace. Ce qui supposerait qu'à un instant T, les pirates de l'espace aient eu une technologie supérieure à celle des Chozo pour abîmer leur dôme, ce qui est un petit peu incohérent. Bref, je vous épargne mes réflexions, je me suis surtout rendu compte qu'il y avait une abondance de discours autour de cette incohérence-là. Et comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête, on n'a qu'à dire que ça aurait été dommage de ne pas mettre de Metroid dans un jeu Metroid, quitte à ce que ça froisse un petit peu la logique du récit. Bon, de toute manière, ça change absolument rien à ce que j'avais besoin de dire ici. Bah vous voyez, c'est cool les maladies dans les jeux vidéo. Il s'agit toujours de moyens plutôt utiles de nous faire jouer à des choses intéressantes. L'occasion de trouver un ennemi terrifiant qu'on ne peut pas vraiment vaincre, puisque invisible et pas vraiment conscient non plus de ce qu'il nous fait. Je dirais toutefois que s'il est un trope relativement intéressant du jeu vidéo, que l'on peut retourner dans tous les sens pour faire ce que l'on veut, c'est tout de même rare que l'on sorte de l'infection microbienne ou du virus dangereux pour l'humanité. J'aimerais à l'avenir voir plus de choses intimistes, à l'instar de Hyper Light Drifter,
très touchant, si on le lit avec la grille de lecture de la condition de son réalisateur. Très curieux de voir comment est-ce que tout ça va se goupiller dans la prochaine production de Art Machine, Hyper Light Breaker. N'hésitez d'ailleurs pas à nous citer des jeux dans lesquels on doit lutter contre des pandémies, des maladies, ou même si vous avez des exemples de cas similaires à Hyper Light Drifter, on pourrait très bien en faire des vidéos dédiées, ça serait toujours super sympa. Ne retenez pas vos gaz, sinon vous risquez la combustion spontanée. C'était Ico, ciao tout le monde.